ITV, bonsoir et bienvenue. Le journal à la une de l'actualité de ce samedi 22 février 2020. La marche du collectif pour la protection de l'enfance ce samedi. Un cri du cœur contre les violences faites aux enfants exprimé dans les rues de Dakar. Un énième appel lancé à l'État du Sénégal pour que ce phénomène soit endigué. Un autre front engagé par la plateforme Arlunibok pour une transparence dans la gestion des ressources pétrolières et gazières. Ses membres annoncent plusieurs plaintes contre la société BP British Petroleum basée en Angleterre. Et nous sommes samedi. L'article de la semaine analyse le silence de plomb de Khalifa Ababacar Sall depuis sa sortie de prison. La flamme des khalifistes commence à vaciller. Le titre de l'article publié cette semaine par le quotidien Le Témoin. Son auteur, Samba Diamanka, que nous allons retrouver en fin d'édition. Le développement de tous ces titres, c'est dans un instant. Dafadoy, plus jamais ça. La marche pacifique pour dire halte aux violences faites aux enfants a vécu ce matin à Dakar. La manifestation a été organisée par le collectif pour la protection de l'enfance avec le soutien de plusieurs autres associations qui militent pour la même cause. Abdourahmane Ly a suivi leur itinéraire. Le pays va mal. C'est par ces mots que l'instigatrice de la marche a engagé le sujet. Les violences sont constatées un peu partout au Sénégal, particulièrement sur les enfants. La récente histoire du genre nous mène à Louga, où un homme qui se dit maître coranique aurait battu à mort un jeune talibé. Une raison plus que suffisante qui pousse ces marcheurs à dire stop. Les enfants étant sans défense sont les premiers à être attaqués, sont les premiers à subir en fait cette injustice-là et cette violence. Nous sommes face à beaucoup de cas de viol, de violence, de rapt d'enfants. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu la réponse qu'il nous fallait de la part des autorités étatiques, de la part des autorités de toutes sortes d'autorités, on peut dire même des autorités religieuses, par rapport à ce cas-là. Pour venir à bout de cette problématique, l'État doit certes réagir, mais la sensibilisation doit impérativement venir en appoint, laisse ainsi entendre ce membre du collectif pour la protection de l'enfance. Il faut faire une prise en charge globale de ce cas-là. Ce n'est pas juste à l'État de faire ce qu'il a à faire, mais au moment où la cellule familiale et la cellule communautaire doivent nous aussi on a notre rôle à jouer dans ça. Il faudrait vraiment que les maisons soient beaucoup plus vigilantes par rapport aux enfants, par rapport même à tout le monde. Il y en a qui sont encore dans le déni. Il y en a qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Mais c'est nous tous, on n'est pas à l'abri, nul n'est à l'abri. Viol, pédophilie ou encore maltraitance, voici les principaux mots qui jaillissent et qui rejaillissent de la presse sénégalaise lorsqu'il s'agit de revenir sur le quotidien de beaucoup d'enfants. Ils sont aujourd'hui devenus la cible de beaucoup de malfrats, une situation qui prend des proportions inquiétantes et qui justifie l'appel à la vigilance lancé par ces marcheurs. Abdourahmane Ly, un autre combat porté par la plateforme Arlunibok qui annonce plusieurs poursuites judiciaires contre British Petroleum BP basée en Angleterre. Les membres de cette plateforme ont organisé aujourd'hui une conférence publique sur la gestion des ressources pétrolières et gazières, plus de transparence au Sénégal. Le compte-rendu est signé Adama Sarr et Souleymane Boub. La plateforme Arlunibok reste plus que jamais déterminée dans son combat pour la transparence dans les ressources minières, pétrolières et gazières. C'était tout l'intérêt de cette conférence publique. Les ressources naturelles, c'est évidemment le gaz et le pétrole dont on parle beaucoup, mais c'est aussi les ressources minières, c'est la gouvernance, c'est le développement durable, c'est l'industrialisation pour le Sénégal, c'est le développement, c'est aussi des flux financiers qu'on attend et des flux financiers qu'on a un peu perdus, dont on a perdu les traces dans les contrats. Et donc tout cela mérite qu'il y ait un focus et qu'on rappelle aux Sénégalais que nous ne sommes pas à l'abri de mauvaises décisions. Pour mener le combat juridique hors du Sénégal, des poursuites contre BP
seront engagés en Angleterre. On a contacté BP, on a fait des démonstrations et les réponses qu'on a eues indirectement du CEO de BP, c'était qu'il n'a pas du tout... il dit que ce n'était pas vrai, qu'il n'y avait pas de royalties, mais il a dit que les montants énoncés dans le programme de BBC étaient exagérés. Mais nous aussi, on va essayer d'amener ça au niveau de la loi. Et on sait que, contrairement à peut-être ici, ce que les gens peuvent dire, mais au moins là-bas en Europe, on sait bien que quand ça va au tribunal, voilà, donc la justice est libre là-bas. L'attitude de la justice sénégalaise dans l'affaire des contrats Petro-Tim est déplorée. Le traitement qui a été réservé au dossier Petro-Tim était simplement destiné à l'enterrer. On a considéré que c'était un enterrement de première classe qui a été réservé malheureusement à ce dossier aussi important. Il n'y a pratiquement plus d'espoir qu'une personne dénommée soit inculpée dans ce dossier. Donc tous les juristes, toutes les personnes averties connaissent l'issue malheureuse que connaîtra ce dossier-là. La plateforme Aar Li Ñu Bokk compte poursuivre le combat pour pousser les populations à plus de vigilance. Parlant toujours de pétrole et de gaz, Abdoulatif Coulibaly a évoqué dans son livre Sénégal, l'histoire en marche, le scandale sur le pétrole révélé par la BBC il y a quelques mois. Ce vendredi, la convergence des cadres républicains s'est réunie pour débattre autour du livre de Abdoulatif Coulibaly, Bintaba et Augustin Mandan. La présentation de son livre Sénégal, l'histoire en marche au cadre de l'APR a été un prétexte pour Abdoulatif Coulibaly d'évoquer à nouveau la découverte du pétrole au Sénégal, le pétrole qui constitue un levier de développement. Le pétrole ne devrait pas considérer simplement sous sa dimension recette, mais il doit être considéré dans sa dimension levier de développement économique et social. Vous avez entendu parler de deux sociétés qui viennent d'être créées. Petrosen Aval, si vous pouvez dire, et Petrosen Amont. Nous avons fait appel pour trouver le pétrole et le gaz à des sociétés étrangères. Le pétrole que nous avons découvert et le gaz pourrait nous permettre demain d'avoir une société d'exploration, même si elle doit s'associer à un niveau plus important que nous pouvons le faire aujourd'hui avec des compagnies étrangères. Vous avez entendu parler également de Petrosen Aval. L'aval, c'est quoi? Nous avons une petite raffinerie. Il faut que nous passions à une autre étape qui nous permettrait d'avoir une raffinerie puissante, de pouvoir exploiter tous les produits dérivés du pétrole. Ce n'est pas tout. Le dossier Petro-Tim a été aussi évoqué avec le porte-parole de la présidence de la République. Il met à la poubelle les accusations de la journaliste de BBC. Mayim Jones nous dit qu'il y a une corruption parce que la part de Petro-Tim dans l'association qui le lie au Sénégal a été vendue à 10 milliards de dollars. Je dis bien 10 milliards de dollars à BP. C'est absurde et totalement faux. Ancien ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulatif Coulibaly apporte des explications sur le contrat avec la société Total. BP elle-même, elle a écrit immédiatement à la bourse de Londres et la bourse de New York, où elle est cotée, pour dire que ce que Mayim Jones dit est faux. Cosmos également l'a démenti. Pourquoi on va croire Mayim Jones? Mais le premier puits qui est foré par Total, il est vide, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et pourtant, ça a été dit dans le débat. Je pense que la volonté de ne pas faire signer Total était un point de crispation et un point de débat. Après la présentation de son livre au public, Abdoulatif Coulibaly poursuit sa promotion. Son ouvrage Sénégal, l'histoire en marche survole la politique économique du régime actuel et des aspects géopolitiques. Merci beaucoup Bintaba. Autre chose, les hommages à Ousmane Tanor Dieng, le défunt secrétaire général du Parti socialiste. Son successeur Aminata Mbengue Ndiaye ainsi que d'autres membres du Parti socialiste ont fait le déplacement à Nguéniène à cette occasion. L'héritage de Tanor Dieng est toujours perpétré. Le témoignage de Aminata Mbengue Ndiaye recueilli par Aliou Kane.
Ces journées d'hommage ont été décidées depuis son décès et le comité d'organisation a décidé de faire trois jours d'hommage. Je parle au nom du Parti socialiste. Nous tenons à rendre hommage à notre défunt secrétaire général Ousmane Tanor Dia parce qu'il a beaucoup fait pour le parti. Et concernant la coalition Benno Bokk Yakaar, nous allons y rester, nous en tant que Parti socialiste, parce que c'est ce que voulait Ousmane Tanor Dia. Il nous a beaucoup appris, surtout sur le plan politique. Pour lui, un parti ne peut pas remporter des élections seul. Donc, il nous faut la coalition. Rien que pour le respect de la mémoire d'Ousmane Tanor Dia, on ne va pas quitter cette coalition. À noter qu'après Nguyen, d'autres hommages seront rendus à Ousmane Tanor Dia ici à Dakar ce dimanche. Le défunt secrétaire général du PS est décédé le 15 juillet 2019 à Paris. Parlons à présent de commerce. Le ministère a récemment pris la décision de mettre l'accent sur la production de produits transformés ici au Sénégal et par des Sénégalais. Et cette transformation pourrait donner un nouveau souffle aux entreprises locales. Explication Kessendour. Le Sénégal doit réduire le déficit de sa balance commerciale. Dans ce sens, le ministère du Commerce et des PME mise entre autres sur le positionnement de nos entreprises à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Une manière pour le Sénégal de passer du statut de pays producteur à celui de pays transformateur. Sur la filière mangue, ces entreprises vont transformer la mangue en jus de mangue, en marmelade, en confiture de mangue, mais surtout par exemple en vinaigre de mangue. Et l'objectif, c'est que tous ces produits-là soient écoulés sur le marché national, mais également soient exportés. De sorte que toute la partie qu'on avait qui pourrissait dans ces zones relativement enclavées seront maintenant transformées avec une plus-value certaine. Je donne un autre exemple, c'est l'anacarde. Donc, elle est en train d'être retravaillée et ces entreprises arrivent aujourd'hui à transformer la pomme cajou en viande de cajou. Je dis bien viande de cajou. Et cette viande de cajou aujourd'hui, elle est très demandée à l'export. Le projet de l'État est d'investir sur les macrostructures, la construction d'entrepôts de stockage ainsi que sur celle de bâtiments de transformation pour consolider le label Made in Sénégal. Une opportunité pour les entreprises nationales de diversifier leur clientèle. Concernant les grandes et moyennes surfaces, il y a un travail en cours qui va nous aider à mieux connecter donc, nos PME aux grandes surfaces. Et donc les PME qui parviennent à pénétrer ces grandes surfaces vont renforcer leurs capacités et pourront également renforcer leurs capacités de productives, aussi bien au niveau national qu'international. Le commerce contribue à hauteur de 16,1% à la formation du PIB national. Une diversification de notre production associée à l'amélioration de nos systèmes de transport permettrait au Sénégal d'améliorer sa compétitivité. Un facteur important à la veille de la mise en place de la ZLECAf, la nouvelle zone de libre-échange continentale qui devrait lever les contraintes douanières pour les 54 pays africains. Si vous passez sur les deux voies de Nyari Tali, vous allez sans doute remarquer cette pléthore de restaurants à ciel ouvert. Ils servent les 3 repas du jour, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Omar Khan et Bachir Sow sont allés rencontrer les gérants de ces restaurants à ciel ouvert. Des restaurants à ciel ouvert. Nous en avons compté une quinzaine tout au long des deux voies de Nyari Tali. Ils vendent tout ou presque. Pour le petit déjeuner, je vends du ndambé, du macaroni, de la sauce aux pommes de terre, des œufs et des sandwichs. Pour le dîner, je vends du couscous et le mbahalou saloum. Il y a des omelettes, des frites, de la mayonnaise, des macaronis et des petits pois. Je vends de la mayonnaise, des haricots, des œufs et du café Touba. Si certains ont installé des bâches de fortune pour y servir, d'autres sont à l'air libre. Ils justifient leur présence sur les lieux par la cherté du loyer.
Si j'avais une boutique, ça aurait été mieux, mais la location est très chère. Avec ce que je gagne, je ne peux pas me permettre de prendre une boutique. Parce que c'est avec ce que je gagne que je m'occupe de mes enfants, de mon mari et de tout. Ou parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. J'étais ici dans les box entre les deux voies. C'est quand ils aménageaient l'espace qu'ils nous ont fait sortir. Nous n'avons pas le choix, c'est pourquoi nous sommes ici. Un agent de la mairie de Grand Dakar que nous avons rencontré sur place nous a fait savoir que chaque table paye une taxe de 150 francs par jour. Une activité qui fait donc l'affaire de tout le monde, sauf de ceux qui se soucient de l'hygiène et de l'environnement. Un tour à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il y a quelques jours, un incendie s'est déclaré au pavillon A, prétexte pour nous intéresser aux extincteurs. Il n'y en a presque pas à l'UCAD. Pourquoi? C'est ce que nous allons découvrir dans ce reportage signé Mortal Anne. Se munir d'extincteurs, c'est se prémunir contre les incendies. Pourtant, on en voit rarement dans les espaces publics. À l'université Cheikh Anta Diop, où l'on a enregistré récemment un incendie, difficile de trouver un extincteur. Le manque d'interrupteurs au niveau de nos, particulièrement à l'université, bon, ça c'est un problème quoi. C'est une chose que nous déplorons car, comme vous avez eu à le constater la fois dernière avec l'incendie à l'université, il n'y avait pas d'extincteur et s'il y en avait clairement, nous allions pouvoir faire les premiers secours. Les populations n'ont pas la culture de l'usage des extincteurs, donc les autorités doivent mener une campagne de sensibilisation dans une démarche préventive. Sensibilisation, exactement. Montrer aux étudiants que ça c'est quelque chose en tout cas qui peut vous sauver pour une vie. Et aussi essayer aussi de faire de sorte que les étudiants savent comment l'utiliser. Parce qu'il y a nombre d'étudiants, ils voient ces matériaux mais ils ne savent pas comment l'utiliser. Je suis parfaitement d'accord à travers ça. Et le chef de l'État ou le gouvernement doit déléguer des gens au niveau de la société, à travers la population, pour qu'ils puissent faire face à travers aussi ces incendies-là, mais aussi pour qu'ils mettent fin à tous ces genres de choses-là. Il doit faire ce qu'on appelle mener cette campagne-là. À l'UCAD, un programme a été mis en place pour équiper les pavillons et les chambres d'extincteurs afin de maîtriser d'éventuels incendies avant l'arrivée des secours. Médina, rue 15, angle Blaise Diagne. Malgré l'affluence, une échoppe passe inaperçue, celle de Mamadou Diassé Diallo, réparateur de montres depuis 18 ans. Il est nostalgique de l'époque où il n'y avait pas de portable pour connaître l'heure. Avant, les montres avaient des mécanismes complexes, mais il n'y en a plus beaucoup. Aujourd'hui, le travail ne marche plus très bien, car tout le monde utilise les portables pour connaître l'heure. Les gens ne se donnent même plus la peine de faire des réparations. Avec le temps, les montres sont devenues numériques, ce qui réduit sa charge de travail et ses revenus. Les montres chinoises ont inondé le marché et elles ne nécessitent pas de maintenance. Il faut juste changer les piles ou les bracelets. Il n'y a même pas de vis à enlever. Les piles ne coûtent pas cher, 100 francs, 200, voire 500 francs. Certains préfèrent même acheter une nouvelle montre, car il y en a à 1000 francs. C'est plus avantageux pour les clients. Sans apprenti depuis 10 ans, l'horloger de la Médina est pessimiste quant à l'avenir de son métier. Ça fait 10 ans que je suis là et je n'ai pas d'apprenti. Si j'ai quelque chose à faire, je suis obligé de fermer boutique. Je n'ai personne pour me remplacer. Espérons que les montres continuent de plaire aux gens, sinon les portables vont enterrer notre métier. Si le métier d'horloger semble vivre ces dernières heures, les montres, elles,
disposent de nouvelles fonctionnalités pour allonger leurs jours. Il s'agit de la géolocalisation ou encore l'affichage de la fréquence cardiaque. Merci beaucoup Moustapha Gabar Diop. Nous sommes samedi, l'article de la semaine. Le silence assourdissant de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, depuis sa sortie de prison. Un silence peu habituel et c'est justement ce qui inquiète nos confrères du quotidien Le Témoin, d'où l'article publié cette semaine est intitulé, je cite, « La flamme des khalifistes commence à vaciller ». Son auteur, Samba Diamanka, a rencontré El Hadj Malick Cissé et Bachir Sow. Le 29 septembre 2019, Khalifa Sall a fait sa première déclaration officielle le 21 octobre devant la presse et ses militants. Mais depuis lors, c'est un mutisme total. Moi, je dirais que c'est un peu décevant parce que depuis sa sortie, on n'entend plus. Peut-être ces militants ou responsables qui sont proches de lui, on n'entend plus. Il ne dit absolument rien de la situation actuelle du pays. Aujourd'hui, les Sénégalais sont confrontés, il faut le dire, sont confrontés à d'énormes difficultés. Il faut aussi parfois faire des sorties, dire ce que l'on pense. À Grand Yoff, son fief, certains militants sont désemparés. Ils s'interrogent déjà sur l'avenir politique de leur mentor. Je n'ai même pas inclus leurs propos dans le papier parce que tout simplement je ne pouvais pas tout mettre. Mais presque toute la totalité me disent que bon, je pense que c'est un peu ce qu'il avait eu en 2014, 2015, avant d'être emprisonné. Il ne peut plus l'avoir. Il n'a pas été un fin stratège parce qu'il a fait trop de calculs aujourd'hui. Seul Barthélémy Diaz presque qui fait des sorties tout le temps. À part Barthélémy Diaz, presque il n'y a plus personne d'autre. Et quelques jeunes qui sont sur la toile, qui essaient un peu de parler de lui. Mais peut-être aussi, bon, ce que je peux conclure, un peu, peut-être aussi, c'est sa stratégie, parce que Khalifa a toujours été comme ça. Même quand les gens ont demandé un peu de déclarer sa candidature, il demandait souvent aux gens de patienter, de faire du soin. Après sa sortie de prison, Khalifa Sall a rendu visite au chef religieux et il observe toujours son silence. Alors, l'attente est longue pour des militants impatients. Moi, je pense qu'à l'intérieur, il y a certains qui ne croient plus, mais d'autres sont toujours là. Hein, parce que Khalifa, il faut le dire aussi, quoi, il a des gens qui le croient beaucoup. Quoi. Surtout, par exemple, je peux donner un exemple. Par exemple, le responsable politique d'Alifor, Idriss Diallo, il a toujours Khalifa Cœur. Barthélémy Diaz qui est là et autres. Moi, je pense que c'est ce qui fait sa force. Au-delà de ça, maintenant, les autres, vous savez, les militants, le plus souvent, les gens, ils sont un peu pressés. Quand ils ont un responsable politique, parce que la politique aussi, ça se vit. Quand ils ont un responsable politique qui n'est plus actif, bon, ça décourage un peu alors que les choses se passent très vite. Khalifa Sall, dissident et exclu du Parti socialiste, avait énuméré ses priorités: éducation, climat, sécurité, migration et gouvernance. Un programme politique qui est en suspens. Oui, Khalifa reste pour l'heure inéligible du fait de sa condamnation. Merci beaucoup El Hadj Malick Cissé et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'article de la semaine. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. Le retour des infos à minuit, Djouki Pribari avec Baba Ndiaye. Et moi, je vous donne rendez-vous demain 19h45 pour le journal. Bonsoir à tous.